Personne ne peut inventer l'endroit où on a enlevé une petite fille si on ne l'a pas enlevée, avec des détails, des noms, des traits de crayon qui indiquent les voies, les carrefours. Vraiment. Il y a des détails sur ce dessin qu'on ne peut mettre sur le papier que si on s'est trouvé sur les lieux. Ce n'est pas vrai. Lors de ses aveux, Christian Ranucci aurait dessiné un plan de la cité Sainte-Agnès, un plan des lieux de l'enlèvement. Voici ce plan. Il est souvent cité comme la preuve ultime de sa culpabilité, comme l'élément à charge le plus fort et le plus dur. Et en apparence, effectivement, il a l'air d'être solide. Le plan est d'une perfection terrible, d'une monstrueuse précision. Quand j'étais plus jeune, collégien, dans ma jeunesse, il m'avait marqué. Sa précision d'autiste m'avait complètement marqué. Et là, on peut se dire, voilà enfin un élément dur, voilà enfin dans toute cette affaire, quelque chose de solide. Or, lorsqu'on y regarde bien, ce n'est pas le cas. C'est aussi solide que le reste. Depuis quelques années, j'ai remarqué dans la mouvance innocentiste un véritable malaise au sujet de ce plan, au sujet de ce prétendu croquis. Jean-François Le Forcené, lui-même, l'avocat qui avait défendu Christian Ranucci à son procès, a déclaré au sujet du dessin « Enfin, j'ai pas grand-chose à répondre sur le dessin, sauf à dire que j'admets que comme le couteau, c'est une pièce accusatoire. Moi, j'ai jamais dit Ranucci est innocent, rien n'accuse et tout va bien. J'ai jamais dit ça. » Donc, l'avocat lui-même de l'accusé a capitulé au sujet du plan. Tout de suite, il capitule. Alors qu'il a énormément à dire à son sujet. Il y a un élément très important sur ce plan, il a dessiné une murette. Les enfants qui surveillaient jouaient de l'autre côté de la murette. Et le point le plus important, comme il avait cette murette entre les enfants et lui, il a dessiné la petite murette. Donc, pour résumer, d'après Gérard Bouladou, la petite murette que l'on voit ici est l'élément le plus important du schéma du croquis, qui est lui-même l'élément numéro 1, la preuve ultime de sa culpabilité. Donc, en gros, avec la murette, on est dans le cœur de ce qu'il accuse, des éléments accusatoires. Et donc, s'il a dessiné la murette, c'est aussi le raisonnement, la logique, c'est qu'il est coupable. Mais n'importe qui, ayant acheté le journal du jour et même de la veille, pouvait savoir qu'il existait une murette à cet endroit, pouvait être au courant de l'existence d'un petit muret à l'endroit même où la petite fille avait été enlevée, avait été kidnappée. N'importe qui pouvait connaître son existence. Donc, question, pourquoi le chef de la mouvance culpabiliste prétend que seul le ravisseur et de même l'assassin pouvait connaître l'existence de cette petite murette alors qu'elle était affichée partout, dans tous les journaux, et que n'importe qui ayant acheté le journal pouvait connaître son existence. On lui demande de nous faire un croquis du lieu où il a rencontré les enfants. Il nous fait un croquis de la cité Sainte-Agnès, qui est parfait d'ailleurs. Pierre Grivel, l'homme que l'on vient d'écouter à l'instant, était un inspecteur de police qui a participé à l'interrogatoire puis à la prise des aveux de Christian Ranucci, et il affirme avoir eu cette conversation-là avec lui. Et la rue, alors, comment elle se présente? Le suspect, le prétendu coupable, aurait répondu « Je suis arrivé devant un immeuble, je me suis garé, j'ai même calé. Elle monte cette rue, elle monte énormément, énormément. » Je vous le répète. Je suis arrivé devant un immeuble, je me suis garé, j'ai même calé. Elle monte cette rue, elle monte énormément. Donc, d'après les propos de Pierre Grivel, Ranucci aurait dit qu'il se serait garé dans une rue qui monte énormément. Ce qui veut dire que sur le plan, il se serait garé ici, dans la rue qui monte. Et non pas devant le bâtiment, près de la murette. Donc sa voiture aurait dû être placée ici, si on suit le récit de l'ancien policier. Alors, question, pourquoi Christian Ranucci aurait-il dessiné sa voiture devant les garages près de la murette, alors que d'après les propos que rapporte Pierre Grivel, il aurait dit qu'il se serait garé dans la rue qui monte? Ce point-là est fondamental, car une fois que l'on sait ça, quel crédit accorder ensuite à ce plan? Sur le plan, ici,
Christian Ranucci a écrit la mention herbe. Il fait figurer de l'herbe sur le plan. Il désigne une zone prétendument, à l'époque même, sûr, où il y avait de l'herbe. Pour certains, c'est un élément accusatoire. Or, il aurait vu l'herbe ici, mais pas le platane juste à côté, qui était immense, majestueux, énorme, qui était quelque chose d'imposant. Par quel miracle cet homme aurait-il vu l'herbe sur le sol, la végétation basse, mais non l'immense platane tout proche? Enfin, dernier point, il est souvent repris à toutes les sauces et jusqu'à la liste sur le net, mais moi il me paraît secondaire, c'est que sur le plan, l'immense platane n'apparaît pas, il n'a pas été dessiné. C'est un détail, mais il mérite quand même qu'on s'y intéresse. Donc question, pourquoi n'a-t-il pas dessiné l'immense platane si grand et si majestueux qui se trouvait à l'époque à cet endroit? La problématique du couteau pourrait presque se résumer à une seule question. Si un jeune homme de 20 ans, mince, chétif, binoclard, vous disait qu'il était parvenu à enfoncer un couteau à cran d'arrêt, lame rentrée, dans un tas de tourbe ou de fumier, à une profondeur de 20 à 30 cm, l'auriez-vous cru ou non? C'est la situation absolument déconcertante dans laquelle on se trouve à ce moment-là dans cette affaire. C'est avec le récit de l'enfouissement du couteau que la version officielle de l'affaire Ranucci devient absolument fascinante. Les gendarmes vont sur les lieux, comme vient de leur indiquer, et trouvent le couteau en 5 minutes. Pourquoi le leader de la mouvance culpabiliste affirme que les gendarmes ont retrouvé le couteau en 5 minutes, alors qu'il a fallu plus de 2 heures au bas mot? Expliquer de manière crédible et vraisemblable comment il est techniquement et physiquement possible d'enfoncer un couteau à cran d'arrêt, lame rentrée, dans un tas de tourbe ou de fumier à une profondeur de 20 cm, avec un seul et unique coup de pied. Après la version officielle, le couteau aurait été enterré dans un tas de tourbe ou de fumier à l'entrée de la champignonnière, c'est-à-dire au maximum 1 km de l'endroit où on a retrouvé le corps de la victime, à 1 km du lieu où on a découvert le cadavre de la petite. Donc, il aurait enfoncé le couteau il se serait débarrassé du couteau à moins d'1 kilomètre du lieu de son crime. Donc, question, quel genre de criminel se débarrasse-t-il aussi proche, aussi près de l'endroit où il a commis son forfait? Pourquoi se débarrasser de l'arme du crime aussi près du lieu du meurtre? Et puis surtout, quel criminel serait suffisamment stupide pour ne pas penser à essuyer la lame du couteau à cran d'arrêt? Quel criminel serait suffisamment idiot pour ne pas le faire, pour laisser des traces? Près de 44 ans après, les mystères du couteau à cran d'arrêt restent difficiles à dissiper. Nous ne saurons peut-être jamais la solution à cette énigme. Durant la journée, la police marseillaise aurait retrouvé dans le coffre de la voiture de Christian Ranucci un pantalon de couleur sombre, taché de sang. Ranucci l'avait expliqué en disant que c'était un pantalon qu'il mettait pour faire du jardinage et qu'il s'était blessé. D'ailleurs, c'est une toute petite tache de sang. Pourquoi l'assassinat d'une enfant après 15 coups de couteau laisse-t-il aussi peu de traces de sang? Pourquoi le vêtement n'est-il pas plus marqué et éclaboussé que cela? En 2006, l'ancien inspecteur de police Pierre Grivel, qui a assisté à l'interrogatoire et aux aveux de Christian Ranucci, a déclaré à propos du pantalon, je peux vous le citer de tête, le pantalon n'était pas taché de sang, il était inondé de sang. Question, pourquoi Pierre Grivel affirme-t-il que le pantalon était inondé de sang alors que ce n'est pas le cas? En fouillant la voiture du jeune homme,
les policiers vont trouver dans le coffre un indice très gênant. Il s'agit d'un pantalon taché de sang. Je vous ai dit précédemment que l'affaire Ranucci était remplie de faits invraisemblables, de contradictions insurmontables et d'étrangetés. Là, on en arrive à une grande. D'après la version officielle, le meurtre de la malheureuse petite fille a eu lieu le 3 juin 1974 aux alentours de midi et demi, de midi 30. Et le pantalon taché de sang a été retrouvé dans le coffre de la voiture de Christian Ranucci le 5 juin en fin de journée, en fin d'après-midi même. Ce qui veut dire qu'il aurait gardé pendant 2 jours un pantalon taché de sang de sa victime, un élément accablant, une preuve solide. Pendant tout ce temps, il aurait gardé cela bien tranquillement, bien sagement dans son coffre. Voilà ce que nous dit la version officielle, voilà ce à quoi nous sommes censés croire. Donc question, quel genre de meurtrier garderait-il bien sagement, bien chaudement un pantalon taché de sang dans le coffre de sa voiture en attendant qu'on le récupère? Pourquoi ne s'en est-il pas débarrassé? Les aveux sont la forme finale de la version officielle. Je ne vais pas ici détailler toutes les incohérences, invraisemblances, contre-vérités et éléments douteux des aveux. Il faudrait consacrer au moins une vidéo d'1 heure, 1 heure et demie à cela. Je le ferai sans doute prochainement. Je vais donc plutôt vous parler de ce qui m'a le plus marqué, le plus choqué lorsque je lis le document des aveux. C'est que c'est un sujet un petit peu difficile de parler. C'est qu'on raconte, d'après la version officielle, que la malheureuse enfant, la malheureuse petite fille, la Marie-Dolores, elle a été frappée de 2 grands coups de pierre au minimum sur la tête. Elle est assommée de 2 grands coups de pierre sur la tête pour l'empêcher de crier, de hurler. Le coupable l'aurait frappée à 2 reprises ou plus avec une pierre pour la faire taire. Et ensuite, il aurait donné un coup de couteau. Or, dans les aveux, à aucun moment, l'information des pierres et des coups qu'elle aurait reçus, qu'il aurait donnés, n'apparaît. À aucun moment dans les aveux, Ranucci ne parle des pierres. Pas une seule fois. Ni des coups qu'il lui aurait donnés. Donc, question. Pourquoi, dans les aveux, les coups de pierre et les pierres elles-mêmes n'apparaissent à aucun moment? Pourquoi l'alinéa ne cite même pas l'absence de cette partie du récit, de cette partie du crime?